Ouais, je t'entends bien. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Fish and Chips pour cette deuxième émission. Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre 2013, on reçoit notre ami Steven Moreau, joueur pro, ancien sponsor barrière, dont le contrat vient de se terminer il y a maintenant quelques jours, quelques heures. Steven, déjà merci de nous rejoindre dans l'émission, c'est très très sympa. On vous rappelle à toutes et à Pas de tous que rien, vous merci à pouvez, toi. on vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous écouter directement sur internet par le biais du lien qu'on a posté un petit peu partout, voilà. Alors pour répondre à Steven, le chat va arriver, tu vas voir les gens arriver dans la colonne du milieu, où tu as marqué Fabric Sing ou Guest. Alors soit les gens viennent intervenir directement à l'intérieur de ce coaching player, soit les gens ne font que nous écouter. Tu verras au fur et à mesure, les gens risquent Ok. d'arriver, peut-être de poser des questions. Alors on vous rappelle, on rappelle aux personnes qui ne te connaissent pas, Steven, qu'il y a encore quelques jours, tu faisais partie de la Team Pro Barrière avec Yann Mijon, Adrien Alain et Estelle Denis. L'aventure vient de se terminer. Alors pour les gens qui ne te connaîtraient pas bien encore, Steven, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un petit peu qui tu es? Me présenter, alors bonjour à tous, je m'appelle Steven, j'ai 27 ans, j'habite en région parisienne à l'Île-et-Rose, dans le Val-de-Marne. Ça va faire environ 6 ans maintenant, 7 ans peut-être que je joue au poker, et on va dire 4 ans de manière professionnelle. Et comme tu l'as dit, cette année j'ai eu la chance d'avoir un contrat de sponsoring chez barrièrepoker.fr qui malheureusement vient de se terminer, comme tu l'as dit, donc voilà. Alors, donc tu viens de te présenter de façon très, très, très succincte pour que les gens puissent un peu te connaître. Alors, pour qu'on puisse faire un petit retour en arrière et un peu mieux savoir comment tu en es venu là, est-ce que tu pourrais nous raconter quelle est ton histoire par rapport au poker? Comment tu es venu à jouer aux Ouais, cartes? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est une rencontre, des amis? Comment tu en es arrivé là? très bien. Je pense comme pas mal de monde, hein, c'est l'époque World Poker Tour avec Patrick Bruel. En fait, je me rappelle du copain de ma mère qui regardait cette émission et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça le poker? Enfin, ça a l'air bizarre. Je comprends pas comment on peut regarder ce genre d'émission. Il y a rien d'intéressant, etc. Et peut-être, je sais pas, 3 4 jours après, il y a mon cousin qui me dit viens jouer avec moi, j'ai découvert le poker, c'est sympa, on joue sur, à l'époque donc c'était Everest, et on jouait à les fameux tournois Shasta qui étaient des tournois gratuits, où il fallait vite vite s'inscrire et il y avait quelque chose comme 4 centimes au vainqueur, 2 centimes au deuxième et 1 centime au troisième, et c'était vraiment des free rolls, donc ça permettait de monter une bankroll en partant de zéro. Et j'ai commencé à jouer avec mon cousin et mon meilleur ami. On se donnait rendez-vous un peu le soir de temps en temps comme ça pour jouer, pour faire quelques systèmes Go. Et ainsi de suite, j'ai commencé à apprécier ce jeu, à lire des forums, à lire des livres, etc. Et j'ai joué de manière de plus en plus régulière. Donc j'étais encore étudiant à l'époque, mais j'ai commencé à jouer pas mal. Donc je jouais d'abord sur internet, je faisais des petits tournois, j'avais une gestion de bankroll. Bon, j'avais pas du tout de gestion de bankroll, même je mettais allez, 30 euros, 40 euros par mois, je jouais un peu, je m'amusais, voilà. Et c'est comme ça vraiment que j'ai commencé à jouer le poker grâce à mon cousin, mon meilleur ami. Et c'était vraiment l'époque du World Poker Tout Tour avec Patrick Bruel et des émissions sur Canal+. Ouais, donc on va dire que ça fait à peu près 5-6 ans que tu joues de façon récurrente et de façon régulière depuis que tu as découvert ce jeu et l'amour pour ce jeu, quoi. Voilà, exactement. Ouais. C'est depuis cette période que j'ai vraiment commencé à jouer. À l'époque, je jouais beaucoup moins que maintenant, mais je jouais. On va dire que ça a augmenté au fil du temps. Au début, je jouais vraiment pas beaucoup. Je jouais de temps en temps. Après, ça a commencé à être de plus en plus fréquent. Ensuite, enfin, quasiment tous les jours. Mais il y a eu des périodes différentes. J'ai beaucoup joué aussi. J'ai fait pas mal de tournois live, notamment via le forum Club Poker, pas mal de tournois amateurs entre guillemets où la mise était de 10 euros, 20 euros à l'époque, et Mhm. c'est là que j'ai commencé aussi à jouer, à me faire plaisir et à rencontrer des potes et ainsi de suite quoi. Après tout s'est accéléré un peu rapidement. Tout que ça s'est accéléré un petit peu rapidement. Donc pour rappeler un petit peu quand même ton histoire également, bon nous on s'est connus il y a maintenant quelques années sur une aventure qui s'appelait le Winamax Road Trip. On avait un petit peu déliré en Ouais, montant dans un autobus et en faisant le tour de France en jouant au poker. À cette époque-là, tu commençais à faire des ouais, résultats. Moi je me souviens d'un résultat ouais, un petit peu au-dessus des autres qui avait été ce fameux résultat en Irlande où je crois que tu avais gagné
Tu avais gagné, je crois, Ouais. un side event, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, Exactement, ouais. pour à peu près 17 000, je crois, ou quelque chose comme ça, 17 000 euros peut-être. Ouais, environ. C'est ça. En fait, c'était le tout premier DSO de les fameux tournois organisés par Chili Poker. Et alors, c'était vraiment le tout premier en fait. Et c'était un tournoi à 500 euros. C'était un festival où il y avait le tournoi à 500 euros, le main event, et j'avais été éliminé. Bah, j'avais décidé de jouer ce side event à 300 euros qui était un peu le sous-main event quoi. Mhm. Et ouais, je me rappelle en plus, c'est marrant parce qu'à l'époque, en fait, j'avais pas eu une super bonne expérience du main event. J'en avais un peu marre des tournois. J'aimais bien jouer en cash game moi à Paris dans les cercles. Et je me suis Mhm. dit allez, là il y a des belles tables, il y a de l'action, je vais jouer en cash game. Et je me rappelle que le tournoi commençait à 15 h et quelque chose comme 14 h, 14 h 30, je m'installe sur une table de cash game, une 1-2 standard, et là je sais pas pourquoi, mais je me rappelle qu'il y a Alexandre Dreyfus qui s'assoit, donc Ouais, le PDG à l'époque de Chili Poker, du DSO, ouais, c'est ça. Jean-Jacques Ishaï, enfin je me rappelle plus trop exactement, je sais pas pourquoi ils étaient là. Ils ont décidé de s'asseoir un peu à notre table et de faire un peu le show, de relancer dans le noir, voilà. Et je me suis dit, ça risque d'être marrant, on va avoir de l'action. Et plus le temps passait, et plus je voyais le tournoi qui commençait, qui arrivaient au fur et à mesure. Et je me rappelle du Floor qui était un Irlandais qui annonce au micro, bon maintenant il reste 10 places et sinon le tournoi est capé. Et je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et je me dis allez, je suis venu en Irlande, du cash game je peux en jouer quand je veux à Paris. Mhm. Allez, je suis venu pour faire des tournois avec des belles structures. Et du coup je m'inscris dans les 10 derniers quoi. Et bah finalement après 2 jours de lutte acharnée, j'ai réussi à gagner. Et c'est ce qui m'a vraiment lancé, je pense, dans le milieu du poker. Au milieu de poker. Je me souviens vraiment je me souviens vraiment de ce résultat parce qu'en plus c'était à peu près à la même période qu'on avait fait ce petit délire dans le bus et je me souviendrai toujours, on avait eu cette fameuse discussion et je t'avais dit, pour moi à un moment ça va, le levier va arriver, le déclic va se faire et ça va percuter et il y a eu ce premier résultat pour toi et ça a été comme une espèce de tremplin on va dire. Donc au fur et à mesure tu as commencé à enchaîner les performances sur internet, en live, enfin là, les résultats ont commencé à venir. Est-ce que tu pourrais nous structurer un petit peu comment, au fur et à mesure, ton aventure a avancé avec tout ça? Comment, Ouais. comment tu en es arrivé après quelques mois, on va dire, quelques années, à être sponsorisé par Barrière et à arriver dans la fameuse Team Pro? Ouais, bah ouais, c'est plus long que quelques mois. On va dire, c'est quand même plusieurs années. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais, à peu près, on va dire 3-4 ans pour Ouais, pouvoir y voilà. arriver, je pense, hein, c'est ça? Ouais, environ 3 ans, quelque chose comme ça. Bah, comme tu l'as dit, en fait, suite à ce tournoi, en fait, j'ai commencé à faire pas mal de petits résultats, notamment sur le circuit live, en fait. Mhm. Ça m'a donné un peu confiance. J'ai eu une petite bankroll pour faire des tournois plus régulièrement. Pardon. Et j'ai commencé ouais à me qualifier pour des tournois. Je me rappelle à l'époque c'était sur pokerstar.com. Je me suis qualifié pour un tournoi à Alicante en Espagne, à Tallinn en Estonie. J'ai commencé à faire plein de qualifs pour des tournois live et j'ai fait plein de petits résultats. Quelques mois après je me suis qualifié pour le Partouche Poker Tour qui était à l'époque Ouais, le le gros tournoi référence. français, ouais, à 8500 euros de buy-in, Gros ouais, tournoi tout à à fait. 8500 euros de buy-in. Mon premier résultat, il était au mois de février. Là, je me retrouve au mois de septembre à jouer un tournoi à 8500. Donc, c'est vraiment allé très vite en fait pour moi à ce niveau-là. Mhm. Et d'ailleurs, je me rappelle, c'était vraiment enfin, ça a été quand j'ai bossé de ce tournoi, en fait, j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai eu 2-3 spots assez difficiles. Et je me rappelle que je me suis dit, bon, bah, de toute façon. Voilà, ça fait 1 an que je joue au poker, j'ai réussi à me cacher pour le Partouche Poker Tour, maintenant j'ai bust et bah en fait je pourrais plus jamais aller aussi loin en fait. Je Oui. sais pas pourquoi mais à l'époque je me disais j'ai joué l'un des plus beaux tournois du monde et j'ai loupé ma chance et C'est-à-dire que je vais pas réussir à faire autre chose derrière quoi. tu pensais avoir atteint de ce fait une espèce de limite qui t'aurait bloqué dans ta Ouais progression? peut-être. C'était intellectuel pour toi? Ouais, je sais pas. En fait, à l'époque, je sais pas pourquoi. Je trouve ça bête en plus avec le recul, mais je me suis dit bon bah voilà, j'ai fait mon tournoi et bah ok, bah je me suis qualifié, c'est bien. Bon, j'ai pas fait item, bon c'est pas très grave. Et maintenant,
en fait, quelle est la limite en fait pour aller plus haut? C'était plus ça que je me suis dit, c'est que j'avais joué un des plus hauts tournois du monde. À l'époque, je me disais pas que j'allais vraiment passer, on va dire, professionnel à 100%. À l'époque, je m'étais donné, on va dire, une année et demie sabbatique un peu pour profiter du poker et voir ce que ça donnait. Donc à cette époque, bon, je faisais quand même pas mal de résultats sympas. J'avais envie de continuer de jouer au poker, et je me suis dit bon bah voilà, maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux en fait. Alors, et par rapport à ça, après ça, j'ai justement une question qui me vient à l'idée. Donc moi j'ai l'occasion de te suivre avec d'autres jeunes talents du circuit que je connais, que ça soit Quentin Lecomte qui vient de gagner récemment l'Unibet Poker Open, que ça soit Erwan Pêcheux, etc., etc. On est d'accord quand même, et on n'en disconvient pas, des joueurs de bon niveau, il y en a beaucoup, d'accord? Sur le circuit, on en rencontre énormément. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait... Alors, on sait qu'il y a le facteur chance qui rentre en jeu, mais ça, il ne faut pas non plus parler de ça toute la vie, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que la chance qui rentre en jeu et qui compte dans le poker. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, hier, on avait le potentiel d'y arriver, et techniquement, on était au même niveau que tout le monde, parce qu'on est d'accord qu'à un certain niveau de compétence, il y a plus, même si on peut toujours progresser, et il y a quand même une deadline. Je veux dire, c'est comme au 100 mètres. Si tu te mets à courir, on va jamais aller en dessous des. On sait que physiologiquement, un jour, on pourra plus atteindre, sauf si on se met des moteurs dans les genoux, on pourra pas descendre en dessous de 9 secondes, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'au poker, à un moment, on se met à gagner? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se met à gagner par rapport aux autres? Qu'est-ce qui se passe? Je pense, enfin, déjà, de 1, je pense que il peut y avoir une sorte de, on va dire, de talent naturel en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus faits pour jouer au poker que d'autres. Ça, c'est un fait. Moi en fait, j'ai l'expérience de justement toutes ces parties privées auxquelles j'ai joué il y a maintenant, voilà, 5-6 ans. Et bah voilà, moi, au fur et à mesure des parties, je voyais des joueurs de niveau égal. On a quasiment tous commencé ensemble. Je voyais des joueurs qui arrivaient à progresser, qui faisaient moins d'erreurs que les autres, qui sortaient un peu du lot, on va dire. Bien sûr. Et d'autres qui stagnaient. Et ça, déjà, de base, je pense que de base, il y a cette façon de je sais pas, de mieux comprendre le jeu, il y a beaucoup de choses comme ça. Après, la deuxième chose, je pense que c'est le travail aussi. Ouais, évidemment, plus on travaille, plus ça avance, c'est ça que tu veux dire. Exactement, moi voilà, à l'époque, pourquoi j'ai peut-être réussi à faire la différence par rapport à ces autres joueurs avec qui j'ai commencé le poker, c'est parce que j'avais le temps aussi. Moi j'étais étudiant à l'époque, ça m'arrivait fréquemment de jouer avec des gens qui bossaient la semaine, qui étaient là le week-end pour faire leur petit tournoi à 30 € et qui avaient pas spécialement le temps de progresser. Donc moi j'avais le temps à cette époque de vraiment m'y investir à fond. D'accord. Et de review mes mains, de jouer énormément. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de secret. Le fait de jouer, c'est vraiment une chose importante. Et après, comme tu dis, je pense que le fait de s'intéresser à ce jeu, de regarder des vidéos, des choses comme ça peut t'aider à te lancer. Après, voilà, il y a des joueurs qui vont être doués naturellement. Je sais pas, je connais plein de joueurs qui n'ont peut-être jamais lu le livre et qui sont très forts. J'ai lu une interview il y a pas longtemps, je me demande si c'est pas Tristan Clémenceau, qui disait que lui il avait jamais lu le livre, qu'il avait commencé avec son frère et que au fur et à mesure il a joué et voilà, il a explosé. Alors il y a peut-être une part de chance quand même, parce que je pense qu'il faut pas le nier non plus, surtout en tournoi live où je sais pas, la différence se joue souvent à un coup, à un bad beat, à un flip, à des choses comme ça. D'accord. Donc peut-être que la carrière que j'ai faite, que je suis en train de faire, parce que c'est pas fini, je l'aurais peut-être jamais vécu si mon premier coup à tapis dans tel ou tel tournoi il serait pas passé, je sais pas. D'accord. Et peut-être que j'aurais pu aussi avoir une carrière, j'aurais peut-être pu avoir un titre WPT ou des choses comme ça, si justement un coup ou l'autre serait passé. Donc je pense qu'il y a quand même la part de chance, la part de destin, quoi, d'être là au bon endroit, bon moment. Et il y a aussi ces joueurs qui sont qui font leur premier tour dans live et qui vont faire une perf ou voilà, des choses comme ça. Il y a aussi des choses qu'on maîtrise pas. Et pour finir, je pense qu'il y a aussi quand même la gestion de bankroll, c'est assez important. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui oublient, et moi je vois pas mal de joueurs qui se brûlent
assez rapidement les ailes, surtout sur le circuit live en fait. Ça m'arrive de voir des joueurs qui vont faire une perf sur je sais pas, un main event Wina ou un Sunday Special sur PokerStar et puis qui se mettent à brûler tout leur argent, quoi. C'est ça que tu veux dire? Qui se mettent à brûler tout leur argent et à jouer tout ce qu'ils pouvaient. Trop bien. Bon, allez, là je vais à Cannes jouer le FPS. Ensuite, là je vais à Marrakech jouer ça et je vais jouer ça et je vais jouer ça et au bout de 6 tournois sans item, bah, le mec il a plus de bankroll et il se retrouve obligé de regrinder des trucs et des fois il arrive pas à remonter de bankroll et il est peut-être obligé d'arrêter le poker. Ça j'en ai vu pas mal et ça je pense que c'est important. Et je pense qu'une de mes qualités de joueur de poker c'est de bien gérer ma bankroll, de pas faire n'importe quoi avec. Mais toi on peut dire aussi que On peut dire aussi que toi tu as un avantage quand même qui est assez indéniable, c'est qu'en plus, alors est-ce que ça vient pas non plus, peut-être, c'est très étrange, de ton cursus universitaire, de ton cursus scolaire. Je crois que tu as fait des études d'économie, donc tu es quelqu'un qui comprend les fonctionnements et les rouages des entrées et des sorties. Comme tu l'expliquais, les jeunes grinders sont pas forcément des gens qui ont une intelligence de la gestion quotidienne, et à ce moment-là, ils peuvent, eux, se mettre en danger dans l'utilisation de leur argent au quotidien, quoi, tout simplement. Ouais, c'est clair, non, mais après, je juge pas spécialement, hein. Moi c'est juste que je comprends, je peux comprendre en fait certaines personnes qui a 20 ans, 20 et 21 ans, là on va parler des joueurs qui ont gagné plus d'argent mais qui ont gagné peut-être 50, 60, 100 000 euros et qui se décident, bon bah finalement les études pour l'instant je peux pas, j'ai gagné trop d'argent et je vais essayer le poker. Ça malheureusement je peux comprendre et ça arrive, je pense que ça arrive de moins en moins parce que j'ai l'impression que la tendance en fait est en train de changer parce que les petits jeunes justement entre guillemets se rendent compte que le poker c'est plus aussi facile qu'avant, 2 les contrats de sponsoring ça existe plus trop non plus, c'est très difficile et 3 avec toutes ces histoires de fisc, de choses comme ça, c'est de plus en plus dur de s'investir à fond dans le poker. Et je vois pas mal de jeunes joueurs qui ont arrêté justement leurs études au début du point .fr, comme il y en a eu énormément, qui sont en train justement de se dire bon bah maintenant j'arrête le poker entre guillemets mais je vais beaucoup moins jouer, je vais arrêter d'essayer de spew, dire que je vais vivre du poker et je retourne à mes études et je pourrais toujours continuer à jouer au poker mais au moins j'aurais des bagages et des choses comme ça, et parce que vivre du poker c'est pas un métier facile, faut pas se le cacher. Alors toi, donc il vient de se terminer il y a maintenant à peine 3 jours l'aventure Barrière, donc tu es resté avec eux sponsorisé pendant une année. Ouais. Tu avais remporté le fameux défi, tu avais été choisi pour être le jeune talent qui rejoignait l'équipe il y a maintenant un peu plus d'1 an, pour rejoindre cette équipe. Équipe de très bon niveau quand même, on le rappelle, avec, on peut dire, en tête de liste par rapport à ses résultats et aux plus beaux résultats, Adrien Alain. On va pas lui enlever quand même ce titre-là de leader naturel de l'équipe. Toi, tu avais rejoint l'équipe. Malheureusement, aujourd'hui, l'aventure se termine. Comment? Alors, ça va être en trois questions. 1. Comment s'est passé pour toi cette année chez Barrière? Ça serait ma première question. 2. Comment tu vis le fait qu'aujourd'hui l'aventure s'arrête? Et troisième chose, c'est si tu as ou tu aurais des regrets par rapport à cette année que tu as passé chez Barrière, dans ta façon d'aborder les choses, dans ta façon d'aborder les compétitions, quelle serait la résultante de tout ça? Voilà, c'est les 3 questions que j'avais à te poser par rapport à ça. Ok. Très bien. Alors la première, c'est le bilan que tu tires un peu cette année, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Le bilan, on va dire que de 1 il est positif en termes de moi voilà, je me cache pas, il y a un moment où j'ai espéré être sponsorisé. Je pense que quand on commence le poker live et qu'on voit certains joueurs se balader sur le circuit ou jouer les plus beaux tournois régulièrement, ça donne envie. Et à un moment j'ai essayé de me faire sponsoriser. Il y avait cette opportunité avec Barrière qui tombait bien parce que je jouais énormément sur Barrière à l'époque. C'était ma room de prédilection, ma room de cœur. J'y étais depuis les premiers jours et je jouais pas mal les BPT. Donc quand j'étais dans ce casting ensuite, j'ai fait en sorte que
que le jury me choisisse. Donc bon, je pense que mes résultats parlaient pour moi, mon image, mon expérience, etc. Donc j'étais vraiment content. Et voilà, ça a vraiment été une année intéressante à ce niveau-là, c'est-à-dire être ambassadeur d'une room, c'est ok, alors on paye pour faire des tournois, c'est cool, mais il y a aussi pas mal de devoirs. Et le fait de justement jouer beaucoup sur le site, d'être respectueux des joueurs sur internet, de lancer des sit and go, de lancer des tables s'il faut, d'aller à la rencontre des qualifiés sur les BPT ou sur les autres tournois, de faire tout ce qui compte en fait en tant qu'ambassadeur, voilà, et donner une bonne image de sa room, donner une bonne image de soi et que les gens aient envie en fait de jouer sur barrièrepoker.fr. Et je pense sincèrement qu'à ce niveau-là, j'ai bien fait mon boulot parce que je faisais ça parce que c'était mon rôle de joueur sponsorisé, mais en même temps ça me dérangeait pas de le faire et j'aimais le faire en fait. Et je me suis rendu compte cette année que j'ai vraiment aimé faire ce travail de joueur sponsorisé. Ça m'est arrivé d'aller jouer dans des associations, de faire des choses comme ça. Et voilà, c'est normal, t'as une room, t'es sponsorisé, t'as une image à représenter et ces choses-là, faut les faire. Donc je les ai faites et à ce niveau-là, ça s'est super bien passé. J'ai vécu des choses vraiment sympas. Non, c'est vrai qu'on peut, on peut dire que par rapport à ta présence sur le circuit, moi qui suis souvent en tant que journaliste pour les coverages, pour les articles, etc., tu as cette chose que n'ont pas malheureusement, et je le dis sans aucune amertume ni sans aucune haine, hein, bien sûr évidemment, je le dis avec beaucoup de recul, tu as cette chose que n'ont pas plein de joueurs pro, qui fait que qui n'ont pas peut-être l'appétence, les compétences d'aller vers d'autres. Ça c'est pas évident pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins timides, qui ont plus ou moins cette facilité là de le faire. Il y a aussi le fait qu'il y a des gens, on va être un petit peu trash mais qui en ont un peu rien à branler de cet aspect là. Voilà. Ce qui compte c'est d'être sponsorisé et de jouer leur tournoi, malheureusement, il y en a. On citera personne ce soir, mais les gens connaissent sur le circuit les gens qui sont plus ou moins aptes à discuter avec les gens. Donc ça c'est vrai que c'est pas évident du tout, vraiment. Et toi, tu as toujours fait l'effort. Alors je le dis vraiment, s'il y avait quelque chose à dire de négatif comme de positif, je le dirais, je te l'ai toujours dit. Voilà, je t'ai toujours soutenu dans ce que tu as fait. Quand mes invités, j'ai quelque chose à leur dire, je leur dis, voilà, positif comme négatif. Et c'est vrai que tu as fait vraiment un gros boulot là-dessus. Alors juste te couper 2 secondes Steven, je vais aussi saluer tous les gens qui sont dans le chat avec nous ce soir, parce que là on commence à avoir pas mal de gens. On va saluer Action Shed, Arnaud Bretagne, Ati Poker, AIA67, Bara 38, Bedjan Beer, Christophe 018, Dr OX, Game Poker, Herod, Jadoki, Flo, le joueur pro Turbo Poker, Florent Marquez qui nous écoute en ce moment, on le salue également. Salut à toi Sanglier de Gaillac. Rocto et puis Topico. Je suis désolé vraiment si j'ai un peu cuté sur les sur les pseudos. Voilà, on se salue. Donc c'est vrai que t'as fait un gros boulot. Par rapport à ça, si tu avais dû alors attention, je fais toujours aucune comparaison, d'accord. Moi j'essaie de voir comment on se situait dans l'équipe. Tu te positionnais comment en tant que joueur, ça veut dire. Il y en a qui vont se positionner comme leader, il y en a qui vont se positionner comme équipier, comme coéquipier. Comme quelqu'un en recul, toi tu te sentais comment dans l'équipe, dans l'esprit d'équipe générale, comment tu te sentais? Vraiment dans les choses positives qui sont passées cette année, c'est vraiment l'ambiance au sein de la team. C'est pas pour dire, je dis pas ça pour dire ouais on était une team soudée, etc. C'était vraiment vrai. Et encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de teams pro qui sont pas spécialement soudés, ou bon bref. Mais nous, vraiment, moi et Adrien, on se connaissait depuis pas mal de temps, on était devenus vraiment très proches. Donc quand j'ai rejoint la team, j'étais vraiment ultra content. Yann, c'est pareil, c'est le joueur, on va dire entre guillemets plus lifetard, sans être péjoratif, mais c'est plus le joueur de live, toujours propre sur lui, très classe, très gentil. La chemisette, très solide aussi très solide dans ses tournois. En fait, moi je me considérais comme je sais pas, il y avait ni capitaine, on va dire que Estelle était la personnalité, c'était la star médiatique entre guillemets, qui était là pour donner cette image un peu glamour, je sais pas trop comment on peut appeler de la team. Yann, voilà, c'était plus le joueur, on va dire
de live, des casinos, qui connaît très bien tous les joueurs de live, qui est Ouais, c'est un qui peu, joue très bien, c'est un etc. petit peu le, c'est un petit peu si on devait faire un comparatif avec d'autres équipes. Yann va représenter ce que représenterait Philippe Torza chez PMU, va représenter Ouais, ce que voilà, donc représenterait Michel Abécassis chez Winamax. Ça veut dire quelqu'un de plus présent, qui a plus ouais, de ouais. présence sur le live. Alors parfois. Et attention, là, à nouveau, je ne fais pas, je ne fais l'apologie d'aucune critique ni d'aucune félicitation. On a pu rencontrer parfois, c'est vrai, des critiques par rapport à la team Barrière qui disaient voilà, chez Barrière, voilà comment ça se passe. Il y a des joueurs de poker, il y a Estelle Denis qui est là pour la communication. Alors je rassure tout le monde tout de suite pour que les gens comprennent bien comment fonctionne le système de sponsoring. Un bon joueur de poker dans une team n'est pas forcément un joueur qui va faire des résultats. Alors peut-être que ça va choquer les gens dans mon discours, mais un bon joueur sponsorisé, c'est quelqu'un qui défend la marque, c'est quelqu'un qui est proche des joueurs de la room quand il y a une room, c'est quelqu'un qui défend le nom de la marque, le produit, etc., etc. Et par contre, on peut dire ce qu'on veut. Adrien Alain, Yann Mijon et Estelle Denis ont toujours fait ce boulot, voilà. Donc ils ont toujours avancé. Mais est-ce que toi, parfois, tu peux comprendre, et là je fais une digression sur toutes les autres teams françaises, est-ce que tu peux comprendre que les fans aient cette vision-là? Ça veut dire, pour eux, il y a des joueurs de poker dans une équipe, et pour eux, il y a des gens qui, entre guillemets, je parle des discussions qu'il y a dans les forums, hein, des trolls qu'on peut lire sur Poker Stratégie, sur Club Poker, sur d'autres, où les gars disent oui, mais lui ou elle ne sert à rien, ils sont juste là pour arroser les plantes. Comment tu te positionnes par rapport à ça et à l'avis des fans? Ouais, bah oui. Non mais je comprends. Avant d'être un joueur sponsorisé, j'étais un fan de poker. Ah, je crois qu'on a perdu Steven. Alors est-ce que vous pouvez me dire si vous l'entendez toujours? Parce que moi je ne l'entends plus. Vous entendez toujours Steven? Non. Alors on a perdu Steven malheureusement pour le moment, donc ça va, vous m'entendez toujours. J'espère qu'il va revenir. Ça a coupé. Alors on va lui mettre un petit message. On va lui mettre un petit message dans le Skype, voilà. Au revoir Steven. Non, Steven va revenir d'ici quelques minutes. Alors, si jamais vous avez des questions, il y a Topico qui réagit pas mal dans le chat. Non, pas au revoir Steven, on espère qu'il va revenir. C'est juste que ça a coupé, donc voilà, je pense qu'il va relancer le bébé. Alors, est-ce que quelqu'un, justement, par rapport aux questions qu'on a pu aborder, peut nous faire signe l'après-barrière? On va lui poser la question. On attend d'abord qu'il revienne. J'aime beaucoup ce pseudo, bonsoir, je suis un phoque, voilà. Ça fait bizarre quand je le dis, mais c'est le pseudo de la personne, hein, c'est pas moi, voilà. Donc on va te saluer, je suis un phoque, tu viens d'arriver. On a peut-être le retour de Steven. Ouais, Ah, c'est pas grave Steven, bon. c'était un petit souci technique. Donc justement, tu disais, avant d'être un joueur sponsorisé, tu as été un joueur comme les autres, un membre de forum, etc. Quel est ton avis là-dessus? Non, après moi ça m'est arrivé et ça m'arrive toujours sincèrement de voir certains choix, même récemment de certaines rooms, ou de voir des joueurs sponsors qui sont là depuis, je sais pas, 5 ans, 6 ans, et qui sincèrement pour moi apportent pas grand chose ni à la room, et qui font pas spécialement de résultats. Ça m'arrive et ça je peux le comprendre. Après, faut bien comprendre que comme tu l'as dit, être un bon joueur sponsorisé, c'est pas être le meilleur joueur du monde. Bien sûr, c'est ça. Ouais. On l'a vu notamment avec la team Eurosport, qui était une team au niveau des compétences de poker très forte, avec Clément Tumi, Hugo Lemaire techniquement énorme. et Bazou. Donc voilà, c'est trois des meilleurs joueurs français, que ce soit en cash game ou en NTT. Ok. Par contre, voilà, au niveau de la communication, au niveau de ce qu'on parlait tout à l'heure, le fait d'aller voir des qualifiés, le fait de communiquer sur Facebook, communiquer sur Twitter, avoir une bonne image, voilà, tout ça c'est un ensemble. Et ces joueurs qui sont peut-être à la base au poker meilleurs que d'autres, malheureusement ils vont perdre leur sponsor parce qu'ils vont pas apporter une plus-value à une team. Et voilà, le fait d'être joueur sponsorisé, c'est d'essayer d'avoir une communauté derrière soi, d'avoir des joueurs qui te soutiennent depuis longtemps, et de faire en sorte d'être actif sur la room, de parler des promotions, des choses comme ça. Donc je vois souvent des interviews où des joueurs qui disent
ouais mais lui pourquoi il est pas sponsorisé, il est meilleur qu'un tel. Mais il faut bien comprendre que être un meilleur joueur de poker qu'un autre ne fait pas un sponsor. Il y a des joueurs qui sont très forts mais qui ne pourront jamais être sponsorisés, soit parce qu'ils en ont pas envie ou soit parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne savent pas communiquer, qu'ils ne, enfin voilà. Donc c'est un quand un sponsor paye une enveloppe à l'année à un joueur, bah c'est de l'image, Ouais, c'est ce que dit, c'est ce que dit on a justement un des fans, enfin une des personnes qui nous suit ce soir, un des poker stratèges, je suis un phoque, qui nous dit tu vends une image comme partout. C'est vrai que c'est un peu le principe c'est un peu le principe du sponsorisé. Il vend son image sert à la room. Et comme tu le dis très bien, alors moi je vais citer quelques exemples parce que j'ai des gens en tête. On va prendre par exemple Ilan Boujna qui est sur le circuit depuis des années, qui n'a jamais trouvé de réel sponsor. Alors un intérêt ou pas un intérêt, ça on sait pas forcément. Après il y a des gens qui ont été sponsorisés puis qui ont disparu. Je pense à notre ami Jean-Paul Poiscalini, même si aujourd'hui il est plus là pour d'autres raisons sur le circuit, qui à un moment l'a été, ne l'a plus été. À Bazou, que tu citais tout à l'heure, à Clément Tumi, qui un jour a été sponsorisé, ne l'a plus été. Et pourtant, ce sont des gens de très très grands talents, voilà, qui ont avancé. Alors, on a une question de Cana54 dans le chat qui me dit, alors j'essaie de la lire. ouais. Comment t'es-tu procuré la chance d'être sponsorisé par Barrière? C'est-à-dire, est-ce que tu as eu des gros résultats MTT sur la room, du chattage, comme il le dit, il dit du chattage de MTT. C'est-à-dire, est-ce que une espèce de dynamique c'est enclenché sur la room qui fait que tes résultats parlaient pour toi? Est-ce que ça a été, il me dit, du skill de com, voilà. Ouais, comment t'as fait quoi? C'est sa question, Cana54. Est-ce que c'est ta façon de communiquer et tes résultats? En fait, c'est assez simple. Bah, comme je disais tout à l'heure, l'élection du Barrière Poker Player 2013 s'effectuait en sorte qu'il fallait faire une table finale d'un BPT, donc il y avait 8 ou 9 étapes dans l'année, et donc un joueur parmi la table finale était sélectionné dans le casting. Donc j'ai fait une table finale d'un BPT sur lequel d'ailleurs je m'étais qualifié sur Barrière, où j'ai fait 8ème, quelque chose comme ça, une table finale où il y avait Stéphane Gérin, Guillaume Darcourt, pas mal de bons joueurs. Le Ribeauvillé, ouais c'est ça, c'était la finale de Ribeauvillé, c'est ça. Voilà, Ribeauvillé, ouais, c'était à Ribeauvillé en avril. Et donc j'ai fait table finale de ce tournoi, et ensuite j'ai été choisi par les responsables de Barrière qui ont mis en avant, alors je sais pas, ma bonne image, mon fair play, ma bonne humeur, des choses comme ça. Et ensuite on s'est retrouvé à 12 joueurs à Cannes juste avant les WSOPE pour justement passer devant un jury et un casting. Alors oui, comme tu dis, à l'époque j'étais vraiment sur une espèce de nuage, résultat, on va dire, un nuage, l'année d'avant. L'année juste avant en fait de m'être fait sponsoriser, j'avais fait 14ème des WSOPE à Cannes. C'était une perf qui était un peu restée dans les mémoires. En plus c'était justement au Majestic, dans les locaux de Barrière, donc ça ils s'en rappelaient. J'ai fait 6ème du World Poker Tour à Dublin un peu temps après. Donc en sortant voilà, sur une horreur, ouais. à faire vraiment des résultats en live assez intéressants. Et le fait en fait combiné que je jouais énormément sur la room parce que j'étais un des plus gros réguliers, que je jouais, que ce soit en cash game, en tournoi, en stand go, enfin un peu tout, ces éléments quand tu regardes que tu as des bons résultats, que tu as une image sympa, que tu as une grosse communauté de joueurs qui te soutient, ces choses là font en sorte que Barrière s'est dit que je pouvais être un bon ambassadeur et un joueur qui pouvait bien communiquer sur la room, parce qu'en plus je la connaissais parfaitement. Donc il y a des joueurs qui sont sponsorisés comme c'est arrivé récemment encore, qui vont arriver et qui vont pas du tout connaître la room dans laquelle ils sont. Et moi je pense que une des principales qualités d'un joueur ou d'un ambassadeur, c'est pour moi d'être régulier de la room, quoi. Moi je connaissais tous les réguliers, je connaissais la grille des tournois quasiment par cœur, je connaissais des choses comme ça. Donc quand tu arrives dans un live et que tu dis c'est toi le fait que le fait qu'en plus tu mettes le nom sur quelqu'un, que tu le reconnaisses, que tu lui accordes un intérêt particulier, une espèce de respect dans le jeu aussi, en disant voilà j'ai joué contre toi sur internet, etc. Ça crée une espèce en plus de réseau de sympathie que tu t'étais amené par rapport à ton statut chez Barrière, et ça c'est plutôt pas mal. On peut voir aussi
et ça c'est encore le choix actuellement. On peut voir le dernier choix qui pour moi a été un choix aussi tout aussi intelligent au niveau de la communication, de l'attitude, du savoir-vivre, du savoir-jouer, c'est Benjamin Pollack chez BetClick par exemple. Ça veut dire qu'on a vu entre le choix de ton intégration chez Barrière l'année dernière et le choix de Benjamin Pollack chez BetClick, c'est aussi des joueurs d'une nouvelle génération. Ça veut dire des joueurs qui ont fait des études, qui sont posés, qui sont réfléchis, qui ont une image propre sur eux, qui travaillent pour la room, qui en font la promotion à travers leurs différents événements. On le voit avec Benjamin Pollack, le boulot qu'il fait avec Fabrice Soulier, avec Tony Parker chez BetClick Everest. Donc on voit qu'il y a quand même dans le sponsoring un choix maintenant qui se dirige vers des gens qui ont plus que des compétences de communication ou de savoir poser sur une photo avec des fans aussi. Ça, il faut en faire la constatation quand même. Ouais, c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi. C'est une nouvelle génération. Alors, là maintenant, la prochaine question que je vais te poser. Donc l'aventure Barrière vient de se terminer. Pour toi, démarre une nouvelle aventure qui est celle d'un joueur qui n'est entre guillemets plus sponsorisé. Bon, on sait que pour toi il y aura peut-être d'autres possibilités dans les semaines à venir, dans les mois à venir, parce que ça change pour tout le monde. On vient de voir que Yann Mijon a intégré Europoker, je crois, cette semaine, en compagnie de notre ami et joueur Harry Loria. Je pense que Adrien Alain et Estelle Denis pourraient aussi peut-être dans les mois à venir rejoindre d'autres drapeaux, parce que c'est des gens qui ont quand même bien servi barrièrepoker.fr. Toi, quel est ton objectif aujourd'hui? Est-ce que tu veux absolument redevenir un joueur sponsorisé? Est-ce que pour toi c'est essentiel, ou est-ce que tu vis très bien le fait d'être à nouveau un joueur pro qui vit sur le circuit comme les autres joueurs pro non sponsorisés? Alors pour moi c'est pas essentiel d'être sponsorisé, ça changera pas spécialement ma vie. Après voilà, cette année j'ai été sponsorisé, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu la chance de faire des tournois vraiment magnifiques. J'ai dépensé moins d'argent que si j'avais été un joueur lambda entre guillemets, c'est tout à fait normal. Après, je me suis toujours bien sorti, je m'en suis toujours bien sorti sans être sponsorisé. Avant ça, j'ai fait des grosses performances sans être sponsorisé. D'ailleurs, c'est un peu ironique parce que ce qui est ironique, c'est que tu as quand même fait tes plus gros résultats, tu les as fait quand même en n'étant pas sponsorisé par Barrière. Exactement, ça c'est un autre débat, mais c'est vrai que cette année j'ai vraiment pas eu beaucoup de chance dans les tournois live, donc bon, c'est pas très grave, c'est le jeu, c'est la variance, mais voilà, c'est ce que t'apporte là un sponsor quand t'es dans une mauvaise passe, que tu pars à tapis avec 2 rois, ton adversaire a 2 as, bon, tu peux rien faire. Quand tu es sponsorisé, c'est sûr que ça t'offre au niveau financier, tu perds moins au niveau financier. Après, mon objectif là, à court terme, c'est évidemment de retrouver un sponsor, parce que voilà, faut pas se cacher, c'est très important pour un joueur, c'est très difficile de vivre du poker live sans être sponsorisé. Et de deux, parce que sincèrement, pareil, je dis pas ça parce que je trouve un sponsor ou quoi, c'est que quand tu es un joueur sponsorisé, en fait, tu joues au poker, mais tu as aussi beaucoup d'autres choses à côté, comme on en a parlé depuis le début, tout ce qui est communication, tout ce qui est voilà, tout ce qui englobe le rôle de joueur sponsorisé. Et à l'heure actuelle, ouais, clairement, j'ai envie de rebondir avec une autre room, parce que je pense que je suis encore jeune dans ce milieu. J'ai été sponsorisé une seule année, donc je pense que voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Je suis toujours frais, je suis toujours motivé, donc ouais, j'ai clairement envie de retrouver un sponsor. Après, si je retrouve pas de sponsor, ça ne changera pas spécialement ma vie, même si c'est clair que malheureusement ça sera plus difficile de jouer tous les tournois live comme j'ai fait cette année ou l'année dernière. Ouais, c'est ça. Alors on a une petite question justement qui est intéressante de Topico, qui nous dit d'ailleurs comment ça marche. Est-ce qu'il y a un fixe? Est-ce que c'est uniquement les tournois qui sont payés? Comment ça se passe? Alors moi je vais donner d'abord à Topico quelques informations là-dessus, parce que j'ai un peu travaillé le sujet, et ensuite toi tu nous donneras un peu le système de fonctionnement qu'il y avait chez Barrière, sans vraiment rentrer dans le détail, mais nous dire un peu comment ça se passait. Alors pour répondre à Topico, ordinairement ce qui est négocié pour les joueurs, les grandes, on va dire, têtes d'affiche entre guillemets, c'est une enveloppe par an
qui leur permet de jouer un nombre de tournois, qui décident en respect d'un agenda qui est fait avec leur équipe. On prend par exemple PMU qui va jouer les événements organisés par le PMU, Winamax qui va jouer les événements où Winamax est présent, comme le WPO, et d'autres événements, Barrière qui va jouer des events, qui jouait des events qui étaient sponsorisés par Barrière, et après les joueurs choisissent dans le calendrier, et selon le type de contrat, après ça peut varier, l'enveloppe est plus ou moins importante. Pour te répondre, il n'y a pas, on me met comment ça se passe pour le cash game, Steven va répondre, mais je pense déjà connaître sa réponse. On lui a pas donné une enveloppe pour en plus aller jouer au cash game à côté, en dehors, chez Barrière. Alors si toi Steven, tu pouvais nous expliquer un petit peu le fonctionnement que tu avais avec la room Barrière et comment ça se passe un peu en général. Voilà. Ah, attends, je suis vraiment désolé, je dois... Désolé, ça sonne, j'en ai juste pour 2 secondes. Il n'y a pas de souci. Pour 2 secondes. Ne t'inquiète pas. Alors, ça sonne chez... Vous voyez, donc on est vraiment en direct, ça sonne chez Steven, il va ouvrir la porte, il va dire « Je suis en train de faire une petite émission de radio, la pizza arrive ». Donc pour te répondre Topico, il y a des rooms qui, elles, vont payer uniquement à leurs joueurs... bien sûr, ouais. Alors je réponds juste à Topico, hein, je lui donne quelques infos. Donc il y a des rooms qui, elles, vont payer à leurs joueurs uniquement les buy-in. Les joueurs, eux, vont se débrouiller pour leurs frais, souvent sur les petites rooms ou les rooms où ce sont des ambassadeurs, des contrats un peu moins importants, donc il va y avoir ce type de contrat là. Ensuite il va y avoir des types de contrats comme par exemple chez PS, je pense à Roro qui doit être encore normalement TV Star, je crois, chez PokerStar, où eux il y a un certain montant qui est alloué et parfois un type de tournoi, les FPS, etc. etc. Donc il y a vraiment différents types de contrats, ça dépend vraiment de chaque room et de fonctionnement. Pour toi Steven, comment ça se passait? En gros, le Barrière Poker Player 2013 c'était une enveloppe de 100 000 euros. Donc, comme tu l'as dit, de toute façon, c'était, il y avait des tournois, on était obligé de participer, comme les Barrières Poker Tour, le PT Deauville, etc. Et ensuite, j'avais un peu d'argent disponible pour choisir mes tournois, donc j'ai décidé de faire des FPS, des choses comme ça. Et voilà, après il n'y a pas de salaire, c'est des droits d'image en fait. Enfin, après c'est différent selon les rooms, mais j'avais des droits d'image, c'était une petite somme qui était versée tous les mois pour utiliser ton image sur des photos, sur des magazines, sur des choses comme ça, et voilà, et tout ça réparti au fil de l'année fait que tu as ton enveloppe qui est dépensée en fait. C'est ça. Et pour le cash game, par contre rien à voir. Enfin, après encore une fois, il y a peut-être des rooms qui ont il y a peut-être des joueurs qui sont sponsors par une room qui ont des avantages spéciaux, mais nous chez Barrière on n'avait rien du tout au niveau du online, donc on jouait avec notre propre argent, et Barrière ne nous donnait ni ticket de tournoi ni argent en cash game. Donc au cours de l'année il y a souvent des joueurs qui, alors je mettais des petits bad beats ou des choses comme ça, on me disait ah mais de toute façon toi tu t'en fous, c'est Barrière qui te paye. Non, j'ai grindé toute cette année avec mon argent et essayé de monter ma bankroll, et voilà, Barrière n'intervenait pas sur le cash game. Donc c'est vrai, c'est ce que dit Topico dans le chat. Il dit que donc en gros pour ton cash à côté, et tes autres dépenses, tu gérais aussi les sommes de droits à l'image que tu percevais, et puis ta propre bankroll personnelle qui elle est à côté. C'est ça, voilà, un peu dans le fonctionnement. Et puis pour un petit peu affiner tout ça, vous dire aussi qu'il y a certains joueurs sponsorisés qui eux ont un fonctionnement particulier. Il y a leur enveloppe qui est alloué par leur room, alors qu'ils décident de faire leur calendrier, et puis à côté ils jouent leur argent personnel. Vous imaginez bien quand un site David Iquitaille alors on m'a perdu pour le moment. Je vais revenir d'ici quelques instants sur le coaching player, puisque malheureusement on a eu un petit souci technique, ça a coupé. Normalement, ça devrait passer. Est-ce que vous m'entendez? Ça va, je suis de retour. Vous m'entendez à nouveau? Steven, tu es là? Là, c'est bon? Bon, là, c'est ok. Voilà. Vous m'entendez là? Je suis de retour normalement. Ok, vous m'entendez quand même dans le chat? Salut Steven. Ah, bon, alors on m'entend. Okay. Steven, tu m'entends? Je vais répondre à la question de Je suis un phoque. Je suppose que tu ne peux plus aller grind sur les autres rooms. En fait, vu que mon contrat là maintenant il est terminé depuis quelques jours,
Mhm. et que la room a fermé, bah maintenant j'ai plus de contraintes particulières. Avant j'étais entre guillemets obligé de jouer sur barpoker.fr. Donc bon, c'était un peu contraignant, mais ça fait partie aussi du boulot. Mais maintenant je peux aller jouer sur toutes les rooms. Donc les joueurs réguliers de MTT, vous risquez de me revoir de temps en temps. Je vais faire aussi les qualifications live justement pour les tournois type WPT Donc Series, tu vas rejouer FPS, sur choses des... comme ça que je ne pouvais pas faire avant. Tu vas rejouer sur des rooms sur lesquels tu ne jouais plus jusqu'à aujourd'hui, PokerStar, Winamax, etc. quoi. Ouais, bah j'ai joué sur PokerStar parce il me reste de l'argent. Je vais en profiter pour créer un ou deux comptes sur des rooms, PMU.fr notamment, je pense, qui est une room assez intéressante avec pas mal de tournois novateurs, des qualifications pour les lives. Donc PMU.fr, et je vais aussi aller voir sur Unibet ce qui Ouais, sur le se groupe, propose, parce que je sais qu'il y a aussi sur le groupe, pas mal de tournois sur le sympas, groupe donc, e-poker où il y a une nouvelle grille de programmes entre BetClick, ouais. Everest, Turbo, Unibet. Enfin voilà, c'est assez dynamique. Donc Et, moi, la dernière question que je vais te poser par rapport à cette émission, on va arriver à la fin de tout ça. Donc déjà, je vais déjà premièrement te remercier vraiment, te dire que tu es un mec qui joue toujours le jeu sur les coverages, sur le circuit, voilà. Je le dis à ceux qui jouent le jeu, je dis aussi également à ceux qui ne le jouent pas, que quand ça va pas, ben je leur fais savoir, voilà, parce qu'aujourd'hui le monde du poker c'est aussi un monde de respect, c'est un monde où il faut qu'on s'écoute. J'estime que c'est hyper important. Voilà, donc je voulais te remercier pour ça. Ça c'est vraiment du fond du cœur que je le fais, et je le fais aussi avec les gens qui m'apprécient et qui m'apprécient pas. Comme ça tout le monde est au courant. Donc je voulais te remercier Steven par rapport à ça. Et la question que j'avais à te poser pour terminer cette émission, en remerciant également tous les gens qui nous ont écoutés ce soir, si tu avais un but ultime, une volonté ultime dans le poker, alors je vais la mettre sur deux phases. Un, dans les résultats. Voilà, ok, ça serait la première chose. Et deux, soit dans une création de projet dans le poker, ou quelque chose qui te ferait complètement kiffer, ou quelque chose que tu aimerais qui soit apporté à ce jeu qui te passionne. Sur ces deux questions-là, qu'est-ce que tu nous répondrais? Bah, on va rester entre guillemets les pieds sur terre. Non, cette année, moi, quand j'ai signé mon contrat, je m'étais dit que je voulais vraiment gagner un tournoi. Parce qu'on gagne pas des tournois live tous les jours. Mhm. Et voilà l'exemple de Quentin Lecomte qui a gagné l'Unibet Open par exemple, c'est vraiment Ça t'a déjà donné la pêche, ça ouais. donne envie de faire pareil, et ouais, et voilà, donc je pense que bon, évidemment mon rêve de joueur de poker ça de gagner un bracelet, Vous voulez et SOP. voilà, ça c'est le rêve vraiment ultime, et voilà, là il me reste encore 2-3 mois avant la fin de l'année, et j'espère vraiment gagner un tournoi, que ce soit voilà, un tournoi type FPS, Unibet Open, des choses comme ça. Et donc voilà, ça c'est vraiment mon objectif et mon souhait, on va dire, sur le court terme. Mhm. Et ta deuxième question, c'était quoi? C'était si jamais tu voulais que le poker amène quelque chose de nouveau, soit dans le jeu, soit dans son fonctionnement, soit un kiff. Quel serait ton kiff absolu dans le poker? Quelque chose qui n'existe pas, que tu aimerais qu'il existe, je sais pas, ça peut être dans le partage avec les joueurs, ça peut être dans le Ouais, ouais. fonctionnement d'une compétition. Qu'est-ce que ça serait le kiff absolu, si tu en avais un? Alors, juste au niveau de ce que j'aimerais en fait qu'il se fasse dans le poker, ce sera vraiment une sorte de fédération ou quelque chose comme ça qui puisse déjà définir des règles qui seraient, on va dire, officielles, quoi, parce que c'est assez fréquent de jouer des tournois ou alors dans dans tel tournoi on peut relancer du double, dans celui-là on peut pas. Après le tournoi d'après, alors c'est le plus près du bouton. Ouais, on sait plus vraiment où on en est, quoi. On Donc sait ça, plus vraiment où on en est. voilà. Et je pense que ça coûterait pas grand chose de réunir 4 ou 5 floors ou patrons de room ou choses comme ça pour définir un calendrier, un règlement vraiment officiel où les joueurs pourraient dire bon bah voilà, ça c'est telle règle et il n'y a pas de ici c'est comme ça, ici c'est pas comme ça. Et sinon ben moi je suis comme ça, je suis un grand fan de football. Mhm. C'est ma principale passion bien avant le poker. Ouais. Donc je sais pas, ouais, pourquoi pas faire réfléchir à pouvoir faire des choses mélangeant le football et le poker, et puis j'y pense un peu, et puis c'est vrai que comme tu dis,
comme on en a parlé, joueur de poker c'est pas tous les jours facile, et puis il y a un moment où peut-être que ça me plaira moins qu'avant, donc faut réfléchir à avoir des bonnes idées. Mais voilà, des choses comme l'ISPT qui ont été malgré tout pour moi on va dire un fail, un raté, parce que voilà, faut pas se le cacher, mais je salue quand même l'initiative parce que ce qu'ils ont fait, c'est quand même ouais, énorme au niveau de déjà, énorme au niveau du défi quand même. Fallait le faire. Au niveau du défi, c'était énorme quand même. Hein, ça fallait... Voilà le défi. Voilà, après on peut toujours parler de toute la façon, garantie, c'est des choses comme ça. C'est comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait eu de l'overlay, le fait, enfin, aujourd'hui c'est vrai que tout ça c'est compliqué. On parle pas du résultat, on parle du défi. Et c'est vrai que tu as raison, ça serait important aussi que le football et le poker se réunissent. Alors moi je vais souhaiter quelque chose. Ouais. T'es supporter du PSG, je suis supporter de l'OM, comme voilà, on n'aime pas le même maillot, mais on aime la même passion. Dimanche, il y a le fameux Classico qui passe à la télé. Donc ce qu'on fera, c'est que on va se taper un petit délire qu'on postera sur Poker Stratégie. Je te propose comme un espèce de petit défi. On va chacun se mettre notre petit ressenti sur le match. Ok, on fera un petit écrit. Et puis en rebond de cette émission-là, je ferai un petit article avec ça la semaine prochaine où on essaiera de parler de notre passion du sport en même temps que celle du poker. Et on se donnera ce défi. Voilà, alors on dit que le son est trop bas, mais nous de notre côté ça va très bien, voilà, je vous rassure. Je vais te remercier en tout cas Steven encore d'avoir vraiment participé à l'émission ce soir, ça c'est vraiment top niveau, vraiment du fond du cœur. On va remercier tous les gens qui nous ont écoutés, ça veut dire Actioned, Arnaud Bretagne, Atipoker, IA67, Barra38, Belgian Beer, Dr OX, Game Poker, Herod, Je suis un phoque, Johan Sigris qui vient de faire son apparition, Cana54 qui est toujours là. Le pianiste 67, Melouche qui d'un seul coup a fait son apparition, Sexy Lady de Calling Station. N'hésitez pas à écouter Calling Station également toutes les semaines sur Poker Stratégie. Et puis également remercier Flo, Florent Marquez, le pro de chez Turbo Poker, Kélange et Topico, tous d'avoir participé à cette superbe émission. Vous pourrez nous retrouver en podcast sur YouTube très prochainement, les 2 premières émissions. On essaiera d'être encore meilleur la semaine prochaine, encore plus fort. On te remercie Steven, vraiment. Merci d'avoir répondu à tous nos fans, à toutes ces questions. Merci à toi encore, c'était vraiment sympa. On poste le podcast et puis on se fait un petit retour très vite. Et puis bientôt on essaiera de se faire un petit défi, c'est de réunir plusieurs de nos poteaux du circuit et on se fera une émission un peu délire. On essaiera d'avoir des couvreurs, des joueurs et puis de se faire un peu un spécialiste version Canal+, mais dans le poker, où on aura plusieurs personnes et on essaiera de discuter de tout ça. Steven, à très bientôt. Vous étiez sur Poker Stratégie à travers le Coaching Player pour Fish and Chips version 2 avec Fabric Sync. À très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Merci à tous. Au revoir.